Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission Débat. Je suis Apolline, journaliste chez Une Expédition et je vais être avec vous pour ces 45 minutes de débat sur les pédagogies de la laïcité. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est une émission qui est proposée par la Ligue de l'enseignement, donc un immense réseau d'associations qui est très attaché au principe de laïcité et qui est considéré expert sur ce sujet, autant pour son expérience terrain que pour la richesse de sa production intellectuelle sur le sujet. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment pas de vous présenter un énième exposé théorique et descendant sur la laïcité. On aimerait vraiment partir de ce qui se passe sur le terrain. On sait que, notamment dans les associations affiliées à la Ligue de l'enseignement, il y a des milliers de personnes qui font vivre la laïcité sur le terrain, qui la font vivre en actes, qui transmettent aussi la théorie de la laïcité. Et ces personnes se retrouvent parfois face à des situations qui leur posent problème, qui les intimident aussi, parce que la laïcité, aujourd'hui, c'est un sujet qui peut faire peur. Et donc, c'est pour ces personnes qu'on a conçu cette émission, pour vraiment fournir des clés pratiques utiles, autant intellectuelles que pragmatiques, pour faire face à cette situation. Avant qu'on se lance et que je vous présente nos invités, j'aimerais faire une petite mise au point quand même théorique sur la laïcité. Je vais le faire en utilisant ces panneaux derrière moi qui sont les panneaux de l'exposition de la BNF qui a été créée avec un partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Donc, je le rappelle, il existe des divergences intellectuelles sur ce que devrait être ou ne pas être la laïcité, mais il existe une seule définition, un cadre juridique et réglementaire qui est défini dans les textes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi Ferry sur l'instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire de 1882 et la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Dans ces trois textes, la laïcité repose sur trois principes. C'est celui de la liberté de conscience et de culte, celui de la séparation de la puissance publique et des organisations religieuses et celui de l'égalité de tous devant la loi. Donc la laïcité, ça n'est pas une opinion, ça n'est pas une conviction, c'est vraiment le cadre qui permet à toutes les opinions et toutes les convictions de s'exprimer dans le respect de l'ordre public, bien sûr. Et quand la Ligue de l'enseignement se positionne en expert sur la laïcité, c'est pas une opinion qu'elle défend, c'est vraiment un cadre juridique existant qu'elle défend et qu'elle fait vivre à travers des actions sur le terrain avec toutes les associations et aussi à travers sa participation intellectuelle au débat public. Pour parler de tout ça, donc, nous avons invité 3 intervenants avec des profils et des sensibilités différentes par rapport à la laïcité. Vous pourrez leur poser vos questions tout au long de l'émission en direct. Les 3 intervenants sont Laure Jordan, Laurent Doty et Diane Hardy. Bonsoir à vous 3, merci beaucoup de participer à cette émission. Bonsoir. Avant de me lancer dans la présentation de nos invités, j'aimerais vous rappeler 2-3 choses sur cette émission débat. C'est un débat qu'on veut rendre le plus concret possible. En fait, on est parti sur le terrain, à la rencontre des fédérations de la Ligue, à la rencontre des associations affiliées à la Ligue, pour comprendre ce que ces associations vivent au quotidien autour de la laïcité. D'ailleurs, un extrait de reportage tourné la semaine dernière sera diffusé pendant le live sur votre écran. On veut aussi que cette émission vous soit la plus utile possible. L'idée, c'est de vous fournir des clés intellectuelles, des outils pragmatiques qui vont vous permettre de mieux appréhender le sujet et de mieux le transmettre ou l'appliquer sur vos terrains d'action. Donc on va partir des situations qui peuvent vous poser question, qui peuvent vous mettre en difficulté ou vous intimider pour dédramatiser ce sujet le plus possible et vous donner des conseils utiles. Et pour que ce soit utile et concret, on a pensé à un format d'émission interactif. Si j'ai un iPad dans les mains, c'est pour que vous envoyiez vos questions dans le chat que je recevrai ici et que je poserai aux 3 intervenants. Alors, on va pouvoir se lancer en présentant les intervenants. Diane Hardy, bonjour Diane. Bonjour Diane. Tu es donc formatrice dans la Fédération 44 de la Ligue de l'enseignement en Loire-Atlantique sur les sujets de laïcité. Tu t'es lancée dans ces sujets en 2015, juste après les attentats Charlie Hebdo. Tu as alors intégré la première promotion de formateurs sur le kit Valeurs de la République et laïcité, donc le kit VRL, on va en reparler. Et ensuite, tu as intégré la 2e promotion du DU laïcité proposée par la Sorbonne. Donc aujourd'hui, Diane, tu formes tout un panel d'acteurs à la laïcité, principalement dans la fonction publique territoriale, mais aussi dans le milieu associatif ou pénitentiaire, et tu es considérée comme l'une des référentes pédagogiques sur le sujet au sein de la Ligue. Laure Jordan, tu es historienne de formation. Tu travailles dans la formation depuis le début de ta carrière, aujourd'hui à la région Île-de-France, depuis environ 15 ans. Et donc toi, c'est en 2013 que tu as commencé à t'intéresser à la laïcité parce que tu as constaté que beaucoup d'organismes de formation faisaient remonter des cas pratiques ou des situations en rapport avec la laïcité et la religion. Donc tu t'es alors formée à l'Institut d'études des religions et de la laïcité et puis, comme Laure, tu as participé aux premières sessions pour devenir formateur de formateurs sur le kit VRL.
Récemment, tu as convaincu le Conseil régional de la nécessité de former l'intégralité des agents de la région à la laïcité. Bravo. Donc, j'ai été aidée par l'actualité aussi. Oui. Depuis, tu es responsable d'un dispositif de formation à la laïcité pour 800 chefs d'équipe des lycées. Et tu donnes aussi des cours à la Sorbonne, à l'IREL, et tu es animatrice pédagogique du MOOC Les clés de la laïcité. Et enfin, Laurent Doty. Laurent, tu travailles depuis 20 ans dans les directions éducation de différentes communautés, en ce moment à celle d'Ivry-sur-Seine. Tu es aussi membre du bureau national de l'ANDEV et c'est à ce titre qu'on t'invite. L'ANDEV, c'est l'Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales. Donc concrètement, c'est une association qui regroupe 500 professionnels de l'éducation partout sur le territoire. Et puis régulièrement, vous vous réunissez dans des commissions permanentes, des congrès, pour réfléchir à des problématiques qui ont trait à l'éducation. Donc Laurent, ce soir, tu n'es pas tellement là en tant qu'expert de la laïcité, mais plutôt pour nous parler des sujets qui peuvent remonter du terrain dans les collectivités, des besoins, des préoccupations sur la laïcité que tu as recueillies auprès de tes collègues. Merci beaucoup à vous trois d'être ici ce soir. Je vais commencer par une question qui s'adresse à vous, Laure et Diane. Je rappelle quand même à nos participants que vous pouvez, tout au long de ce débat, poser les vôtres. Laure et Diane, au début d'une formation, puisque vous êtes toutes les deux formatrices, quelles sont les conditions que vous mettez en place? Comment vous vous assurez que la transmission se fasse et que la formation soit un lieu serein, un lieu d'échange plutôt qu'un lieu de tension? Je pense que la priorité, déjà, c'est de savoir le public qu'on a, en fait, déjà, pour pouvoir adapter, évidemment, notre pédagogie et le discours et aussi orienter les apports et les connaissances, notamment. Donc, effectivement, c'est vraiment connaître son public. Après, c'est être soi-même à l'aise avec le sujet, beaucoup. Et puis, ne pas avoir peur d'utiliser des mots aussi. C'est surtout ça. Donc ça, c'est les principaux éléments. Et puis, poser donc un contexte aussi de bienveillance et d'ouverture et une communication aussi ouverte. Surtout sur ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Diane. C'est vrai que ça soit en présentiel ou en distanciel, la notion de temps et de lieu de formation, même s'il est fictif, est très important. La connaissance du public aussi. La connaissance aussi du champ professionnel du public que l'on a en face de soi. Ça aide aussi pour comprendre les problématiques qui peuvent faire remonter. L'idée aussi, c'est de les faire parler, de leur demander ce que eux savent et ce que eux pensent de la laïcité, en disant qu'on est là pour parler ensemble, pour discuter ensemble, pour se confronter, pour débattre, mais pas pour s'affronter. Et en fait, il s'agit à la fois de dire les mots, mais aussi d'écouter ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, et rebondir justement aussi sur les silences. Et laisser aussi le temps du silence. Parfois, quand on pose une question à des stagiaires, la réponse est difficile à donner pour eux, leur laisser le temps de trouver les mots pour le dire. Et ça veut dire ne pas avoir peur en tant que formateur justement du silence. Donc, mais je pense que c'est à la fois des techniques, c'est aussi, je pense que pour être formateur, on n'est pas formateur par hasard, c'est que on aime cette notion de transmission, on aime ce que les autres peuvent nous dire, ce qu'ils nous apprennent aussi, parce que moi, à chaque formation, j'apprends des choses sur le vécu de chacun des stagiaires et la façon dont ils voient la laïcité. Je pense que au début, pour être formateur, il faut aimer se mettre en scène, il faut aimer les autres, quoi. C'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais c'est vrai. Est-ce que, selon vous, il y a des temps obligatoires dans la formation? Toi qui es historienne, peut-être que c'est quelque chose d'important dans les formations. Alors, moi, quel que soit le public que j'ai devant moi, j'ai décidé, et j'ai été validée pour ça, de passer du temps sur l'histoire de la construction de la laïcité, sur l'histoire aussi parfois de la littérature, des textes qui parlent de l'autonomie du sujet, de la tolérance. Ça dépend aussi du temps que j'ai, mais c'est quelque chose qui est vraiment un prérequis pour moi. Et dans le cadre de l'histoire de la laïcité, de la construction de la laïcité, je parle aussi de la France et de son empire colonial, de la colonisation, de la décolonisation, pour bien comprendre que c'est pas qu'une affaire franco-française, qu'une histoire politique, une histoire événementielle, mais c'est aussi une histoire des mentalités, une histoire des idées, une histoire de peuple, parce que je suis convaincue que pour pouvoir se positionner dans le présent, il faut savoir d'où on vient, savoir quel est le champ spatial et temporel dans lequel on évolue, et pour ça il faut connaître l'histoire, il faut connaître son histoire. Et de plus en plus, on a aussi des publics qui sont très divers.
qui connaissent pas forcément très bien leur histoire ou qui ne se sentent pas reconnus dans leur histoire. Et je pense que pour affronter ça clairement, sincèrement, avec un bon positionnement, il est vital de leur parler aussi d'eux et les faire en sorte qu'ils soient fiers d'où ils viennent et de ce que leurs ancêtres ont construit. Donc c'est vrai que dans tous les outils qu'on peut utiliser, moi je suis très adepte des replays ou d'Arte ou de France Télévisions. Et dernièrement, il y a eu des émissions sur la décolonisation, il y a eu des émissions sur l'histoire de l'esclavage, il y a eu des émissions sur l'histoire tout court, que je conseille à chaque fois. Les gens peuvent la regarder ou pas, ou veulent la regarder ou pas, mais c'est vrai que j'essaye d'ouvrir ce champ-là. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est très important, ce côté historique. Et Diane, toi, tu parlais de nommer les choses, démystifier les sujets. Comment ça se passe concrètement quand tu rentres dans une formation pour désacraliser peut-être ? Je pense que la première chose que je fais en fait à chaque fois, c'est de partir des idées reçues, de les déconstruire aussi. Donc c'est oser aussi leur ouvrir la porte aux stagiaires ou aux participants, en tout cas une fois qu'on a posé donc ce cadre bienveillant, c'est de leur dire maintenant quels sont pour vous le mot laïcité, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça fait pour vous, et puis on tire un peu les fils comme ça, et donc on déconstruit les idées reçues finalement. Tu as des exemples ? La laïcité, c'est tout de suite, la plupart du temps, c'est un interdit en fait. On va toujours aller sur quelque chose de restrictif, quelque chose qui clive, et qui oppose en fait. Donc à partir de ces moments-là, évidemment, nous, en tant que formateurs, on sait que durant notre formation, on va pouvoir rebondir sur cette idée reçue et revenir et la déconstruire et lui apporter plutôt des arguments qui vont aller à l'encontre de celle-ci. Donc, et puis après, les mots, effectivement, faut pas hésiter à employer les mots, en parler de religion, parler effectivement, je rejoins ce que dit la collègue sur la colonne vertébrale de l'histoire aussi et de la comprendre, mais actuellement, il y a un culte quand même qui est mis à mal beaucoup autour de la laïcité, il faut le nommer, c'est le culte musulman malheureusement, mais en fait on est là pour dire que c'est l'utilisation de ce culte à des fins négatives en fait, et il faut pouvoir en parler. Ne pas en parler, c'est en faire un tabou, et en faire un tabou, c'est forcément mystifier quelque chose en tout cas, et donc il faut lutter contre ça. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle des mots, j'ai toujours présent à l'esprit la phrase de Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Donc je pense qu'il faut effectivement nommer les choses, il faut les définir, il faut aussi affronter des définitions, passer un certain temps, d'ailleurs c'est prévu dans le kit VRL, sur ce qu'on appelle la terminologie, dire ce que ça veut dire laïcité, laïcisme, ce que veut dire communautarisme, ce que veut dire, etc. etc. Et c'est très important ce temps-là, parce que souvent on utilise des mots. Et même dans des relations interpersonnelles, on utilise des mots, l'autre le reçoit différemment parce qu'il n'en met pas le même sens derrière. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une seule vérité, la vérité unique, ça n'existe pas, mais s'accorder sur le sens que l'on donne aux mots quand on débat. Ça me paraît fondamental. Et c'est vrai que c'est un temps important de la formation aussi. Laurent, j'aimerais te poser une question avant qu'on revienne peut-être au grand temps de la formation. Toi qui travailles dans les collectivités, pourquoi, selon toi, la question de la formation à la laïcité est particulièrement cruciale là-bas ? Parce que les collectivités, de par leur mission de service public, déjà doivent respecter des règles, par exemple le principe de neutralité, qui est un principe fondateur, et puis doivent garantir l'expression, le vivre ensemble, et ce qu'on disait sur l'importance du respect de l'autre, de la parole de l'autre, ouvrir et ne pas s'enfermer. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on travaille sur le plan éducatif et au quotidien dans nos accueils de services publics. J'ai réalisé une petite enquête auprès de nos adhérents pour préparer l'émission, et la question de la laïcité, elle se posait vraiment de façon importante dans 95% des gens qui ont répondu à l'enquête. En revanche, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle se posait différemment selon que l'on était sur certains territoires de la République. Alors, on n'a pas eu de réponse de territoire ultramarin. Ça aurait été intéressant qu'on ait par exemple la Guyane. Mais par exemple en Alsace, les collègues d'Alsace disaient chez nous, avec le Concordat, ça se pose un peu différemment. Et peut-être qu'en Bretagne ou en Vendée, ou voilà. Et moi, pour avoir travaillé sur plusieurs territoires, quand je travaillais en politique de la ville sur une agglo il y a 20 ans, la question se posait très fortement, alors que sur un autre territoire, elle était finalement relativement peu présente.
Donc, ce qui me paraît aussi important sur la formation, c'est que ça nous permette de dépasser nos propres représentations, c'est ce que vous disiez, nos propres idéologies, nos affectifs, nos croyances, pour être dans une posture professionnelle. Et moi, je rejoins ce que vous disiez pour l'avoir vécu récemment sur la formation au kit laïcité. Je trouve très important de revenir sur l'histoire qu'on connaît finalement assez mal. Moi, j'avais retenu la loi de 1905, mais finalement, les lois Ferry de 1882, cette importance de l'école dans l'histoire de la laïcité, finalement, alors que je travaille sur le champ éducatif, c'était pas aussi présent dans mon esprit. Et puis, la question de la connaissance du droit est très importante parce que souvent sur le terrain, en fait, on ne se réfère pas, on est face à une difficulté importante, on ne se réfère pas suffisamment au droit. Alors tout ne peut pas être écrit dans les textes, etc. Mais quand même, quand on se réfère au texte, c'est un vrai appui. Et puis, je rejoins ce que tu disais sur l'importance de la sémantique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la confusion. C'est pour ça, moi, j'ai même presque hésité à accepter votre invitation, parce que je me disais, il faut vraiment être extrêmement précis sur les termes. Et je pense que ça renvoie aussi à une posture vraiment de réflexion et qui doit être attentive à l'autre et à son histoire, à ses identités, son identité. Voilà, je pense que c'est vraiment des points importants. Et pour finir, il me semble que la formation dans les collectivités, elle est posée pour les agents, mais elle est aussi posée pour les élus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on défend à l'ANDEV et en lien avec des réseaux amis, comme le réseau français des villes éducatrices, par exemple. Donc tu parles de connaissance du droit, j'imagine que ça, c'est aussi un gros pilier des formations. Comment ça se passe? Vous donnez des cours sur les grands textes dont je parlais en introduction, vous parlez de cas pratiques, de jurisprudence? En fait, on va effectivement aborder les textes qui sont un peu les textes fondateurs aussi, qui amènent à la loi de 1905 et à la construction de la laïcité qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est à partir de ces textes-là, on va travailler sur des études de cas, effectivement, et c'est apporter une réponse en fait à un usager ou à une problématique, c'est s'appuyer évidemment sur un texte juridique, parce qu'on le rappelle, la laïcité, c'est un principe juridique et politique qui est posé par un cadre et donc par des lois. C'est pas une valeur comme certains voudraient l'entendre ou voudraient en tout cas le faire comprendre. Il y a des lois en fait. Et donc à un moment, quand il y a une réponse à apporter à des difficultés, et ben les lois elles sont là aussi pour aider et apporter la réponse. Et puis c'est aussi pour se protéger aussi, je pense aux agents aussi de l'État, notamment, qui ont besoin des fois d'avoir des réponses en fait là-dessus. Donc on va effectivement travailler sur ces grands textes juridiques sans avoir non plus la prétention d'être des experts juridiques, pas du tout, mais on est aussi un peu humble aussi sur nos connaissances, mais on va y réfléchir ensemble et collectivement en fait. Mais oui. Oui, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, par rapport, rebondir sur la notion de neutralité de l'agent public. Moi-même, je suis agent public et c'est vrai que je forme beaucoup d'agents publics. Et dire à quelqu'un, il faut être neutre. On connaît tous la phrase de Jaurès, seul le néant est neutre. C'est pas évident d'être neutre. Ça veut dire qu'il faudrait que je manifeste que je n'ai pas d'affect, pas de fort intérieur, pas de sentiments, etc. Or, quand moi je forme des agents publics, je lis, mais de façon extrêmement forte, la notion de neutralité, la notion d'égalité. C'est-à-dire que la neutralité est la possibilité pour l'État de respecter et de rendre égal toutes les personnes qui s'adressent à l'État et au service de l'État. Donc la notion de neutralité de l'agent, de la personne, est bien au service de l'égalité de l'autre et de l'égalité de tous. Et je trouve que c'est important de dire ça, parce que parfois on assène des vérités statutaires, on leur dit il faut faire ça, mais pourquoi? Est-ce qu'on donne du sens? La formation à la laïcité, pour moi, elle permet aussi de donner du sens à certaines choses. Et autre chose par rapport au droit, dans une précédente carrière, j'ai travaillé avec les organismes de formation justement sur les dérives. Au début, j'appelais ça les dérives du fait religieux en formation professionnelle dans le cadre du Master 2 de l'IREL. Et je me suis aperçue que quand on parle de dérives du fait religieux, on soulève la moquette et en dessous, on trouve de l'antisémitisme, du sexisme, la discrimination sociale, économique, de l'islamophobie, etc., etc. C'est-à-dire que finalement, le religieux, le rappel au religieux, pour les individus aussi, une manière de se protéger et de se défendre, et une notion d'identité.
Et en fait, on a travaillé avec les organismes de formation lors d'une recherche-action, et moi je m'étais dit, on va faire des outils de médiation, des outils de formation, etc. Et le besoin du public, des organismes de formation, c'était d'avoir un outil juridique. Et on a réussi à faire un vade-mecum juridique sur ce qu'est la laïcité en termes de droit. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais qu'on avait plus besoin d'outils de médiation et de formation, alors que finalement, la première demande, c'est savoir c'est quoi les limites, c'est quoi le cadre, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement la laïcité. Et c'est vraiment important aussi, ce cadre juridique. Autant la question de la médiation est essentielle aussi. Ouais. Je trouve que dans le parcours, on y revient beaucoup, c'est-à-dire être vraiment dans l'écoute, dans le dialogue. Et je crois que c'est vraiment la question de l'ouverture. L'ouverture à l'autre et d'accueillir. Après, voilà, rappeler les principes et s'y tenir pour qu'on puisse vivre ensemble en toute liberté. Et c'est vrai que concilier toutes ces libertés, c'est une vraie difficulté. Quand on est sur le terrain, c'est pas si simple. Et moi, je me souviens de... c'était il y a longtemps, c'était la question des créneaux de piscine. Donc, moi, j'étais en politique de la ville et les femmes ne voulaient pas aller à la piscine si les hommes étaient présents. Donc, on avait beaucoup débattu dans mon service sur est-ce qu'on réserve ou pas les créneaux de piscine. Certains considérant que c'était une atteinte au principe de laïcité que d'avoir des créneaux réservés, d'autres disant oui mais si on ne le fait pas les femmes ne vont jamais à la piscine, enfin voilà. Et ça c'était des débats forts et alors on y répond à travers les formations, mais je pense que on est toujours un peu dans un tiraillement entre plusieurs principes, et principes d'action et principes de réalité. Et sur le terrain, ce sont les professionnels qui sont face à cette difficulté. Et je trouve important, donc les formations sont importantes, mais on y reviendra peut-être. Je pense aussi le partage entre des problèmes, le partage de problématiques, c'est-à-dire parfois il y a des références sur certains territoires, enfin, et puis le fait de pouvoir échanger sur ces difficultés-là et prendre des positions me paraît essentiel. Et ça, c'est aussi ce qui est très propre au fonctionnement de l'ANDEV, de se poser entre pairs et de partager sur les problèmes qui peuvent émerger. Et j'imagine que c'est ce qui se passe aussi en formation quand vous avez toute une série d'agents de la fonction publique qui font remonter des cas aussi concrets que cela. J'ai une autre question qui s'adresse à vous trois. On a déjà pas mal abordé le fait que la question de la laïcité, souvent, ça va se cristalliser sur un sujet très spécifique. Ça va même parfois, dans le débat public, stigmatiser un culte. On a nommé le culte musulman. L'exemple de toutes les polémiques sur le voile dans l'espace public est assez parlant là-dessus. Comment ça se fait déjà que la question se cristallise là-dessus? Et comment est-ce qu'il faut en sortir? Comment on en sort? Il y a énormément de questions en une, mais est-ce que c'est ça la vraie situation sur le terrain aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui remonte des agents? Et voilà, quels sont les vrais problèmes auxquels il faut faire face? Il y avait peut-être 8 questions dans ma question. Ce que je disais, c'est que lors de l'enquête que l'on a faite, c'est surtout la question de la restauration qui ressort comme une des problématiques. Après, la question aussi des demandes des collègues, des agents, pour dans quelle mesure on prend en compte leurs pratiques religieuses sur le temps de travail. Ça, ce sont des questions aussi importantes qui se posent et sur lesquelles on doit nous se positionner en tant qu'employeur. Mais c'est vrai que la question de la restauration, des repas de substitution, de jusqu'où on va dans la singularité ou dans l'acceptation, dans la possibilité aussi de prendre en compte les aspirations de chacun, ça c'est vraiment une question qui est posée de façon quasi unanime, 95% des collègues. Et je relisais des comptes rendus de commission permanente d'il y a 3 ans, c'était déjà cette question-là qui revenait. Donc, comme on dit en anthropologie, on est ce que l'on mange, alors peut-être c'est pour ça. Mais en tout cas, la question est vraiment forte. Alors aujourd'hui, on y apporte des réponses qui, je pense au repas végétarien, je trouve qui sont peut-être qui évacuent la question sur les territoires. Moi, j'ai vu parfois une forme de déni de la question de la laïcité. Je pense que c'est important qu'il y ait des espaces d'échange et de débat, mais qui soient sereins. Et ça, sur les territoires, c'est aussi important de les avoir. Un
face à certaines problématiques, moi je me souviens, on mobilisait par exemple les autorités religieuses pour avoir aussi leur point de vue sur telle et telle pratique. Et en cas de difficulté, il nous arrivait de demander par exemple à l'imam ou au rabbin quels étaient les principes appliqués. Et ils étaient parfois médiateurs avec les familles dans certaines situations. Sur le sujet de la restauration, justement, Diane, toi, tu as pas mal travaillé là-dessus avec la Ligue de l'enseignement. Peut-être que tu pourrais en parler. Et après, on aura des questions des participants. C'est vrai qu'en fait, la Ligue, elle a écrit un guide en fait, sur la laïcité et la restauration des enfants et des jeunes, la restauration collective. En tant que mouvement d'éducation populaire et notamment porteur autour de la laïcité, la Ligue, elle n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, en fait. Et ces guides-là sont là pour accompagner les élus, parce que le choix du repas, ou en tout cas, c'est un choix politique dans les collectivités. Et donc, on est là pour les accompagner sur quel est le fonctionnement qu'ils souhaitent mettre en place et qui correspondent aussi à leur choix politique, finalement. Et c'est vrai que c'est des sujets, en fait. La restauration, est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, la question du halal, est-ce qu'on a le droit d'en mettre, pas mettre. Alors même si cette question, elle est évacuée très vite avec le cadre réglementaire, effectivement, qu'on connaît, mais c'est aussi comment rendre ce temps du repas inclusif. Et pour ça, il faut évidemment réfléchir. Le menu végétarien, effectivement, est un sujet, mais l'offre de choix, en fait, est quelque chose qui répond beaucoup aux problématiques, en fait. On vous met d'ailleurs dans le chat, on va vous mettre le lien du guide en question pour que vous puissiez l'utiliser. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, je faisais la restauration le midi, et on avait les tables des sans-porcs. Donc les enfants étaient comme ça, rassemblés. Enfin, aujourd'hui, on serait extrêmement choqués de pratiquer comme ça. Je pense que l'inclusion et le vivre ensemble, c'est vraiment... Bon, ça peut être des mots valises, hein, mais en tout cas, le fait d'être en lien et d'accepter ces différences, ça me paraît essentiel dans l'éducation que l'on prône au quotidien. Et donc, on doit l'appliquer, nous, dans nos organisations. Je pense que c'est une position qui est quand même pas mal reprise, parce que j'ai appris que la position qui était celle de la Ligue avait été aussi partagée par celle de l'Association des maires de France, qui ont aussi sorti un guide sur ce sujet. Je vais poser une question qui va peut-être s'adresser à toi, Laure, des participants. Alors j'ai une question de Charles. Après le cadrage général, ce serait intéressant d'avoir une présentation du dispositif Valeurs de la République et laïcité, VRL. Et une autre question de Mélodie, pensez-vous qu'il serait nécessaire de former davantage les formateurs VRL sur l'histoire de la laïcité ? Alors peut-être que tu peux commencer par nous représenter ce kit pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Enfin, on va le faire à 3 ou à 2. Le plan VRL, c'est un plan qui date de 2015, Valeurs de la République et laïcité, qui a été déployé par le CGET à l'époque, le Commissariat général à l'égalité des territoires, et le CNFPT, avec l'appui de l'Observatoire de la laïcité et de personnalités qualifiées, pour former les collectivités locales, les agents des collectivités locales et ce qu'on appelle l'éducation populaire, jeunesse et sport, je crois, c'est ça, en France et en Navarre. C'était des formations de 2 jours en présentiel, qui étaient assumées par des formateurs qui eux-mêmes avaient été formés lors de semaines de formation, parce que ça durait 5 jours, ça dure 5 jours la formation de formateurs, et qui étaient déployés sur l'ensemble du territoire français. À la fois, il y avait des formateurs CNFPT et des formateurs des RJSCS, etc., etc. Donc ce plan a été renouvelé depuis 2015. On s'est posé à un moment donné la question de savoir comment le démultiplier encore plus pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Et ça a donné naissance au MOOC, les clés de la laïcité, qui reprend vraiment... qui reprend beaucoup, pas vraiment, qui reprend beaucoup le kit VRL et qui est joué 2 fois par an à peu près, sur une durée de 6 semaines à 2 mois, sur la plateforme FunMOOC. Que peut-on dire de plus sur le plan VRL ?
Je pense qu'il faut recontextualiser. C'est vrai qu'il a été mis, tu l'as très bien dit, en 2015, mis en place, mais c'est parce qu'effectivement, c'est suite aux attentats que la France a subi et l'émergence des incompréhensions, et notamment les fameuses minutes de silence dans les écoles qui ont aussi posé question. On est Charlie, on n'est pas Charlie. Et là, il y avait besoin, en fait, de redonner la définition de ce que c'était que la laïcité. Et donc, ce plan a été effectivement mis en place pour qu'il soit déployé avec avec des formateurs de terrain, en fait, après. Effectivement, ce qui était intéressant dans ce plan-là, c'est les publics qu'on pouvait d'une toucher, mais aussi les formateurs qui venaient aussi d'horizons complètement différents. Et on a aussi fait des partages d'expériences qui étaient aussi comprendre les difficultés des uns et des autres et pouvoir aussi apporter des réponses concrètes sur le terrain. Et ça, je pense que ce plan-là, il n'a pas à en rougir, en fait. Et je trouve que c'est un outil concret sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Il est vraiment pensé dans une pédagogie active aussi. Je suis de la formation. Et c'est vrai que nous, dans le Val-de-Marne, tout le département va être formé, enfin les collègues du département vont être formés. L'idée, c'est d'avoir des référents qui vont en plus se réunir et former un réseau. Et en plus de co-animer des formations avec des réalités territoriales très différentes. Donc c'est vraiment intéressant. Après, c'est plus 5 jours, c'est 3 jours en fait de formation. Et ça me paraît vraiment court au regard des enjeux. Et je pense que d'où la nécessité effectivement de poursuivre dans un accompagnement des formateurs. Moi, je pense que la formation, c'est important, mais il faut vraiment qu'elle s'inscrive dans une durée. Et je crois, enfin, nous, on défend beaucoup l'analyse des pratiques à l'ANDEV. Je pense que voilà, on doit aussi se mobiliser sur d'autres outils que les formations initiales. Dans le cadre du plan VRL, il y a des piqûres de rappel ou une analyse de pratique au moins annuelle ou bisannuelle, ou plutôt annuelle, où l'ensemble des formateurs se réunissent pour le temps d'une journée pour avoir des apports supplémentaires, un travail spécifique par atelier sur telle et telle problématique, etc. C'est vrai que je pense aussi que l'analyse de pratique, elle doit pouvoir se faire aussi de manière plus pertinente à l'échelle des territoires. Là, on parle d'un plan national qui essaye quand même de développer cette idée d'analyse de pratique. Et en fait, je crois que quand on a été formateur de formateurs et formé au plan VRL, on en garde une trace dans toutes les formations que l'on fait, parce que moi, je vois les formations que je l'ai faites, je les ai adaptées par rapport à des publics différents, mais j'ai toujours le cadre vraiment VRL, avec le travail sur les idées reçues, avec le droit, avec l'histoire, avec les études de cas. C'est vraiment très intéressant, effectivement. Oui. Et peut-être pour en écho à ce que tu disais, moi, il nous semble que les formations intercatégorielles, c'est-à-dire par exemple nous animateurs enseignants, ATSEM, sont vraiment très importantes. Et si on peut l'ouvrir avec les collègues de la PMI ou des associations locales, c'est toujours une richesse. Effectivement, plutôt que d'être dans un cercle un peu fermé, dans un entre-soi. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on défend, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre sur le terrain, puisque notamment les collègues de l'éducation nationale ont de plus en plus de mal à les mobiliser sur des formations. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé il y a 20 ans, je faisais ça, c'était facile, on pouvait remplacer relativement aisément dans les écoles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et c'est vraiment... on le regrette vraiment, on en voit les limites. Donc je pense qu'il faut vraiment prôner ces temps de formation, le face-à-face, c'est pas suffisant. On a besoin de se former, d'avoir des temps, et des temps en commun. D'ailleurs, dans le cadre de la loi du 24 août 2021, il y a obligation pour tous les agents de la fonction publique d'être formés à la laïcité, et un des outils fondamentaux de cette future formation sera le plan VRL, et est le plan VRL. Donc après, ça va peut-être, on n'a pas encore le décret d'application, mais ça va peut-être se formaliser différemment suivant les fonctions publiques, suivant les métiers des fonctions publiques, etc. Mais le plan VRL est vraiment au cœur de la formation des agents. Il y avait une autre question que tu avais posée sur l'importance de l'histoire. Ouais. Alors, moi, je suis historienne de formation, donc je suis absolument convaincue de l'importance de l'histoire sur ce sujet-là particulièrement. Mais c'est vrai aussi que... et je rejoins sur ce que tu disais, c'est-à-dire que les formateurs, ils viennent d'horizons extrêmement différents, avec des cursus extrêmement différents et des apports
et des vécus professionnels et d'études extrêmement différents. C'est pas facile de s'improviser historien, c'est même pas possible. Donc c'est vrai que moi ça m'est facile parce que j'ai tout ce que j'ai, voilà. Mais pour d'autres c'est plus difficile. Mais je pense quand même que la construction historique de la laïcité est un des fondamentaux, oui, de la formation. Et ça peut s'acquérir. Même si, alors c'est vrai qu'en 3 jours c'est difficile, mais c'est pas facile d'être formateur de la laïcité. Hein. Il faut aussi travailler. Qui que l'on soit, on travaille. Et puis ça remet. Et ce qui est intéressant, c'est que la posture du formateur sur ce sujet-là, on se remet en question, on se remet en cause beaucoup. Moi, les idées reçues que j'essaye de ne pas en avoir parce que je suis quelqu'un d'ouvert, d'intelligent et tout, mais j'en ai tout le temps et j'ai toujours des nouvelles idées reçues qui me sautent à la figure. À force, enfin, le public vous renvoie à vous-même et à la façon dont on se positionne aussi. Donc c'est super intéressant personnellement. Ça fait grandir, je trouve. Qu'on passe à la suite, vu que le temps passe. On a parlé de ce qui se passait sur le terrain. Nous, on est partis voir une association de la Ligue la semaine dernière qui s'appelle l'association Cadabra et qui a ouvert un lieu, la coopérative des savoirs. C'est un lieu dans lequel des personnes bénéficiaires du RSA organisent des ateliers pour d'autres personnes bénéficiaires du RSA. Et c'est un lieu où la laïcité se vit vraiment dans le vivre ensemble. Je pense que ça va être intéressant pour la suite des échanges qu'on peut avoir. Donc on va regarder ensemble un résumé de 5 minutes de ce reportage qui a duré 1h30, qui était en direct à Arras, donc entre Arras et Saint-Paul, dans le Pas-de-Calais. Je vous laisse regarder sur la télé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ici devant les locaux de la Fédération 62 de la Ligue de l'enseignement. Nous sommes à Arras, donc dans le Pas-de-Calais. Et on est accueillis aujourd'hui par la Fédé de la Ligue pour parler de la laïcité, donc une valeur qui est chère à la Ligue, vous le savez tous. Bonjour Manu. Bonjour. Le fil rouge de ce reportage, c'est la laïcité. Donc en fait, on aimerait comprendre comment la laïcité se vit au quotidien, quels sont les projets qui naissent autour de la laïcité dans cette association. Et toute la semaine, c'est la laïcité, c'est comme ça, c'est tout le temps. L'atelier, il n'y a aucun problème avec ça. Sur la laïcité, fraternité, citoyenneté, tout est mis en place tout le long de l'année. Des fois, la première question qu'on pose aux personnes, est-ce que vous avez des compétences? Et ils nous disent non. Parce que forcément, ils ne mettent pas de mots sur les compétences qu'ils ont, ce qu'ils savent faire tout simplement. Des personnes qui osent oser parler, c'est pas évident de parler, quoi. Confiance en soi, s'ouvrir aux autres. Donc c'est toutes des personnes qui veulent sortir de chez eux, se remettre, reprendre goût à la vie, quoi, en fait. On va maintenant pouvoir visiter la coopérative des savoirs avec la vidéo qu'on y a tournée ce matin avec Corinne. Bonjour, Corinne. bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait combien de temps que ça existe ce lieu? Alors, ce lieu-ci, il existe depuis 6 mois maintenant. Alors, toi, tu es la fondatrice de l'association Cadabra. Tout à fait. L'association Cadabra, elle est née en 2007. On a démarré avec le département du Pas-de-Calais sur l'accompagnement, le suivi des bénéficiaires du RSA du secteur. Donc, on a, en 2013, travaillé avec les intervenants du secteur à se mettre d'accord sur un projet. Donc, on s'est dit une coopérative. C'était pas mal, coopérative. Bon, pour que ça soit aussi adapté à notre public, on a dit chacun a une compétence, chacun a des savoirs. Voilà, c'était tout trouvé. La coopérative des savoirs est née. Mettre en valeur ce qu'on sait faire au quotidien, dans des ateliers, etc., d'échanges et de partage. Donc c'était vraiment surtout pour ça. Pédagogie institutionnelle, pour reprendre des rythmes, pour retrouver sa place, pour parler. On a permis à des structures de pouvoir se créer et jusqu'à aujourd'hui, on les accompagne pour qu'ils puissent accéder à l'autonomie dans quelques mois, quelques années peut-être, peu importe. Donc le temps n'a pas d'importance. Créées par des personnes qui sont bénéficiaires du RSA et qui sont acteurs et qui sont passées par la coopérative. C'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi qu'on ne peut pas faire de l'activité, qu'on ne peut pas mettre du sens dans ses actes. Le petit bébé de la structure, c'est l'association des Loutres du Chels, qui ont ouvert le 20 septembre dernier un café solidaire, culturel et citoyen. Quand on a créé la coopérative des savoirs et que les premiers projets ont émergé, on s'est dit là il nous faut de l'aide. Quand on a l'un comme l'autre quelque chose qui nous travaille, on va avoir un lieu où on va pouvoir trouver nos réponses. Voilà. Donc ça peut être très bien la Ligue qui va apporter à Cadabra sa réponse,
Mais ça peut être Cadabra qui peut apporter la réponse à la Ligue. Et qu'est-ce que ça représente, ça, les open badges, cette reconnaissance? Qu'est-ce que ça change en fait pour la personne qui reçoit un open badge? Alors, c'est extrêmement valorisant. La personne se sent waouh, j'ai une compétence, ça y est. Enfin, quelqu'un m'a dit je sais faire. Génial. Merci beaucoup, Corinne. De rien. Nous, on va retourner dans les locaux de la Fédération 62. Ouais, j'ai un micro. Voilà. Attends, je me recoiffe vite fait. Alors moi, je suis arrivé en 2013. Donc la première semaine de la laïcité a eu lieu en décembre 2011. L'idée, ça a été de se dire, voilà, il va falloir qu'on soit en capacité de faire en sorte que, au sein de notre réseau, l'ensemble des responsables associatifs, l'ensemble des militants soient en capacité de se réapproprier la laïcité telle qu'elle est, décrite sur la loi de 1905. La République garantit la liberté de conscience, la République garantit le libre exercice des cultes, et la République ne salarie ni ne finance aucun culte. Faire en sorte que l'ensemble des salariés de la fédération se réapproprient ce projet de semaine de la laïcité et soient en capacité d'aller mobiliser sur le territoire l'ensemble des associations qui sont dans notre réseau, l'ensemble des associations qui sont partenaires, les collectivités qui sont partenaires et les établissements scolaires avec lesquels on travaille. J'ai une question d'Ariane Azema. Depuis 2015, la semaine de la laïcité a aussi été généralisée à l'école par le ministère de l'Éducation nationale. La fédération est-elle également mobilisée? Oui, on est mobilisé et dans ce cadre-là, il y a eu plusieurs fois des temps sur lesquels on a animé des animations pédagogiques avec des enseignants. Le fait de croire en ces principes et ces valeurs fait qu'aujourd'hui, on va communiquer là-dessus et on va essayer de faire en sorte d'élargir notre réseau un maximum. L'année entière est un marathon, mais un marathon idéologique. Et l'idée, c'est bien de se dire que finalement, on a un certain nombre d'associations qui font partie de notre réseau, mais l'idée, c'est bien de se dire qu'elles partagent nos principes et nos valeurs. Voilà, alors c'était donc un reportage qu'on a tourné la semaine dernière et je vais en profiter pour poser la question de Vincent, un participant qui nous regarde et qui relie bien avec ce reportage. Comment on fait pour lier la laïcité et le vivre ensemble? Comment on fait pour sortir d'une vision où la laïcité c'est simplement la coexistence pacifique de religions dans une société? La laïcité, c'est pas la coexistence pacifique des religions, pas forcément. La laïcité, c'est aussi une volonté d'émancipation et d'organisation du monde social et politique qui est basée sur la séparation des églises et de l'État et sur une notion de pluralisme. L'un et l'autre vont ensemble. Mais la laïcité, c'est pas une organisation qui permet aux religions de vivre ensemble de manière pacifique. La laïcité, c'est une volonté politique, une volonté républicaine de séparer les églises de l'État, de faire de l'État un État neutre confessionnellement et d'organiser aussi cette notion de pluralisme religieux convictionnel autour de l'État. Je crois que c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que la laïcité, dans le meilleur des cas, ça permet aux religions de vivre en paix, en France. Mais c'est pas que ça la laïcité. Enfin, il me semble. Hein. Oui, moi, je trouve c'est important ce que tu dis sur l'émancipation, et on le voit bien dans la laïcité telle qu'elle est prônée à l'école, en fait. C'est vraiment ça, c'est comment l'enfant se construit son propre esprit critique, sa liberté de conscience. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Pour autant, il ne faut pas dénier la question des religions. Enfin, ah non. Et je pense parce que je le dis parce que dans l'enquête, j'ai eu une réponse un peu comme ça qui disait non, c'est pas un problème de religion. Moi, il me semble qu'historiquement, quand même, la question des religions, elle est au fondement de la laïcité. Et que, voilà. Mais pour autant, effectivement, il faut le dépasser pour aller vers d'autres, vers cette réflexion plus philosophique presque. Et c'est un principe qui garantit aussi la liberté de conscience. Je pense que moi, je le définirais comme ça. Mais la laïcité, repose effectivement sur la neutralité de l'État, sur la séparation, c'est fondamental, aussi sur la notion d'égalité
et aussi sur la notion de fraternité. Quand on parle de vivre ensemble, c'est effectivement un mot valise, parce que c'est plus facile de parler de vivre ensemble que de fraternité, parce que c'est un mot qui fait peur. L'objectif, c'est de vivre en société, qui que l'on soit, et avec l'ensemble des autres. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un lien. Il y a un lien entre laïcité et vivre ensemble, mais il y a aussi un lien très fort entre laïcité et égalité, entre laïcité et neutralité. Mais c'est vrai que c'est quand même rarement présenté de cette manière dans les discours politiques et médiatiques. Et là-dessus, j'ai une question de Kylian, qui est un étudiant en 2e année de sciences sociales, qui a entendu parler de ce débat par une association de son quartier, et qui demande comment faire pour déconstruire les idées reçues quand les infos véhiculées sur les réseaux les reconstruisent plus vite que l'école. Comment les réseaux de votre ligue s'adaptent à ces enjeux si actuels? La laïcité en 2022 se vit-elle de la même manière qu'il y a 3 ans, 5 ans ou 10 ans? Kylian. Je crois que de toute façon, la laïcité, elle a toujours été un sujet polémique. C'est toujours très facile dans des débats politiques de venir la mettre en tant qu'étendard pour défendre des convictions. Mais c'est justement là où tout l'intérêt de la Ligue, c'est d'élever en fait l'esprit critique des personnes et des usagers, en tout cas avec qui on est en contact, pour justement leur apprendre à réfléchir par soi-même, en leur donnant aussi des outils en fait pour y arriver. Et donc c'est tout cet accompagnement en fait que la Ligue, en tout cas, elle fait. C'est l'émergence en fait l'émergence des choses. Mais c'est vrai que les politiques, les médias aujourd'hui, ça va très vite. Après, les conseils qu'on peut donner, c'est aussi ne pas s'arrêter à ce qu'on entend et venir aussi apprendre. Et c'est ça, la pédagogie aussi, c'est venir chercher le savoir. Donc, et de pas rester là-dessus surtout. Voilà, on le sait. Hein, voilà. Le principe de laïcité, l'instrumentalisation de celui-ci. Bon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Diane. C'est vrai que la première chose à faire, c'est d'abord d'accepter de prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de se former. Il y a, que ce soit à la Ligue, que ce soit à l'Éducation nationale, il y a beaucoup d'actions éducatives autour de ce qu'on appelle la zézétique, c'est-à-dire la construction de l'esprit critique, c'est-à-dire comment on apprécie telle information, comment on la déconstruit, comment on voit son origine et tout. Je sais que l'Éducation nationale fait beaucoup de choses dans les écoles, dans le lycée, la Ligue aussi, mais c'est aussi un travail de citoyen, c'est aussi un travail de parents, c'est aussi un travail d'enfants, c'est aussi notre travail à nous d'essayer de comprendre quand on reçoit une information, d'avoir toujours le petit temps de recul qui dit « Attends, elle vient d'où? Elle est issue de quel site ? Qu'est-ce qu'elle veut dire, etc., etc. » Et ça, c'est un apprentissage, mais c'est aussi une posture que on devrait avoir pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde, parce que c'est vrai qu'on est tous bombardés d'informations et que il faut prendre ce temps-là. Et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des parents, et c'est leur boulot aussi d'apprendre ça à leurs enfants, d'essayer de ne pas les priver d'informations, mais de se poser la question d'où vient cette information et comment on peut la contrôler. C'est-à-dire comprendre que tel site peut dire telle chose parce que c'est dans son ADN de site politique, sociétal, etc., et que tel autre dira le contraire, etc. C'est-à-dire essayer, et c'est vrai que Diane a raison, tout passe par la notion d'apprendre. Et l'avantage, encore une fois, de la formation de laïcité, c'est que c'est un apprentissage qui n'est pas rasoir ni barbant. Enfin, il y a des études de cas, il y a des jeux de rôle, il y a effectivement un apport de connaissances important, qui soit historique, juridique, etc. Mais déconstruire une idée reçue, c'est aussi très intéressant. Ça peut être ludique. Enfin, je veux dire, la notion, la formation de laïcité est aussi conçue comme quelque chose qui est accessible et ludique. Alors, on se pose toujours la question de savoir comment toucher le plus grand nombre de personnes et le public le plus large possible. C'est un travail qu'on fait tous les jours, quoi, je pense. On a beaucoup parlé du kit VRL, mais il y a plein d'autres outils qui existent et qui peuvent peut-être guider dans cet apprentissage. J'ai une question de Nicole Patin-Rébaud qui demande, parmi les nombreux cadres théoriques d'analyse des pratiques, le ou lesquels utilisez-vous? Et j'en profite pour élargir la question et demander en fait largement quelles sont les ressources sur lesquelles vous vous appuyez lorsque vous parlez de ces sujets, lorsque vous essayez de transmettre.
Moi, en tout cas, je m'appuie sur les outils que la Ligue elle a notamment créés. On a eu, sur les questions autour de l'école, la charte de la laïcité illustrée et expliquée qui a été mise en 2013, il me semble. Donc ça, c'est un outil sur lequel on s'appuie durant le stage et qu'on donne aussi en tant que ressource. Alors, elle est axée sur l'école, mais le principe est quand même posé et elle donne aussi des clés de compréhension aussi sur d'autres sujets. Donc ça, c'est un outil sur lequel on utilise. On utilise également le guide qu'on a parlé tout à l'heure sur la laïcité et la restauration collective, notamment comme étant aussi un outil ressource. Et après, alors la Ligue, on a aussi créé des fascicules, notamment à destination de nos militants et de nos bénévoles autour de la laïcité en acte. C'est la laïcité, une émancipation en acte, qui donne aussi tout un cadre un peu explicatif sur ce que c'est que le principe de laïcité. Et enfin, on a aussi auprès de nos professionnels et sur nos séjours vacances, on a aussi un guide pour accompagner les professionnels de l'encadrement et de l'animation sur le principe de laïcité, et notamment sur les séjours vacances. Donc ça, c'est des ressources qu'on donne aussi. Après, effectivement, il y a d'autres sites. Oui, magistère qui est mis en place par l'Éducation nationale, un parcours de formation sur la laïcité avec des modules auto-formatifs de 20 minutes environ et qui reprennent ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire la question de l'histoire, du sens et des enjeux de la laïcité, la charte de la laïcité à l'école, et puis qui donne aussi des situations de vie scolaire ou d'enseignement ou des situations éducatives, donc il peut être une référence. Moi, je pense que ça peut compléter ce que tu évoquais comme outil. J'en profite pour ajouter aussi, en plus de l'exposition BNF qu'on a vue au tout début, qui a été réalisée en partenariat avec la Ligue, il y a aussi toutes les contributions de la Ligue de l'enseignement sur Mediapart, où il y a plus de 500 articles qui ont été rédigés, qui sont reconnus par les lecteurs, recommandés par la rédaction. Donc ça peut être aussi une ressource intéressante. Par rapport à la laïcité à l'école, il y a aussi un outil que moi j'utilise pas mal, c'est le Vademecum laïcité du ministère de l'Éducation nationale, qui je trouvais très bien fait. Avec des fiches ressources qui exposent le cas, mettent le cadre juridique et les pistes et les actions pour essayer de résoudre la problématique. Ce Vademecum me paraît très intéressant justement par rapport à la laïcité à l'école spécifiquement. Il nous reste quelques minutes. Je vais poser une dernière question qui vient de Charles, un participant qui nous regarde. Peut-on parler de la question de la liberté d'expression, sans laquelle il n'y a pas de véritable liberté de conscience ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez en formation, la liberté d'expression ? Évidemment, en fait, c'est sûr, on en parle. Après, on donne aussi que elle a ses limites comme tout, mais c'est quand même la liberté d'expression, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de penser, c'est aussi la liberté de croire, de ne pas croire. Enfin, c'est aussi poser les débats, c'est aussi avoir son avis, pouvoir l'exposer et en débattre avec les autres et se confronter aussi à quelque chose d'autre. Moi, j'étais avec mes équipes aujourd'hui, on a regardé, on a assisté ensemble à un spectacle sur le harcèlement scolaire et le harcèlement à l'école, pardon. Et en fait, on disait, et j'y avais pensé moi aussi pour la question de la laïcité, on n'a pas forcément, sur toutes nos structures, maintenu ou développé nos conseils d'enfants. En fait, on faisait beaucoup ça, sur nos centres de loisirs, d'avoir des espaces où on amène des espaces d'échange et de discussion, de confrontation, que l'on régule. Et moi, je pense vraiment, pour l'avoir expérimenté sur d'autres territoires, en écho à ce que font d'autres collègues sur des collectivités, qu'il faut vraiment avoir ces espaces institués et avec des gens qui sont formés pour les animer, mais qui apprennent aux enfants à justement respecter la parole de l'autre, comment argumenter, déconstruire ses représentations. Enfin, je pense que c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, c'est des choses assez simples finalement. On n'a pas toujours ces espaces et ils ne sont pas toujours partagés. Par exemple, je demandais, est-ce qu'on a des espaces communs avec l'école ? Moi, on avait parfois des conseils d'enfants communs, autant scolaires, autant périscolaires. Sur mon territoire, j'ai 28 sites, il y en a seulement 2 qui le font de concert avec les enseignants. Donc je crois qu'on a inventé un espace d'échange. Je pense que c'est peut-être ça aussi la laïcité, c'est créer un espace qui rend possible l'échange, la rencontre, dans un respect
de chacun dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense. Et voilà, donc moi, c'est un outil très simple qui me paraît à développer. Merci beaucoup. Je suis désolée pour ceux qui posent encore des questions. On va devoir s'arrêter ici. Est-ce que vous avez tous les trois peut-être un mot pour conclure sur ce qui vous semble très important, ce qui est ressorti de ce qu'on s'est dit? Moi, ce qui me marque en tout cas, c'est qu'il est important de prendre le temps de s'informer. Je pense que c'est ce que j'en retiens le plus. Mais est-ce que vous avez un mot à ajouter? Je pense que la laïcité, c'est pas de l'interdit. Moi, c'est surtout ça, en fait, que j'ai envie de dire. C'est bien au contraire, c'est le champ du possible. Donc, voilà. Moi, je reprends ce qu'a dit Laure tout à l'heure, émancipation. Je pense que je retiendrai ça de notre échange. Laure, si tu as quelque chose à ajouter. Moi, je pensais à un texte de Rachid Benzine, qui est un islamologue qui prône, on va dire, les valeurs de fraternité et de vivre ensemble. Et il disait qu'il faut travailler sur le lien entre le récit et la reconnaissance. Pour avoir une identité, il faut avoir une histoire à raconter. Sur le long terme, il faut écrire, parler, créer des ponts plus que jamais, ne plus séparer les territoires, mettre en commun nos récits pour en tirer le sens qui nous permettra d'être et de faire ensemble, et pas seulement de vivre côte à côte. Il faut cesser de nous ignorer les uns les autres, sortir chacun de nos tours d'ivoire, accepter qu'on ait encore tout à apprendre de l'autre, accepter qu'on ne sache plus rien, qu'on ne sache pas bien, redevenir humble et trouver dans cette humilité la bonté d'aller vers l'autre. Et c'est peut-être le cadre justement de la laïcité qui nous permettrait peut-être de réaliser cette démarche-là. Merci beaucoup Laure, merci Diane, merci Laurent. Merci. Et puis merci à tous les participants aussi qui ont posé beaucoup de questions, c'était vraiment très intéressant. J'aimerais bien conclure en empruntant une image qui m'a été donnée par Michel Miaille, donc qui fait aussi partie du réseau de la Ligue, et qui m'a expliqué qu'en Grèce antique, la pédagogie, enfin le pédagogue, c'était l'esclave qui prend l'enfant par la main et qui l'emmène hors de la maison vers l'espace public. Donc la pédagogie, c'était vraiment ce trajet en fait de l'intime à l'extérieur. Donc voilà, j'espère que humblement, avec ce débat, on aura aidé les participants à faire ce trajet, puis qu'on vous aura fourni les clés aussi pour le faire à d'autres personnes. Et puis si vous avez apprécié ce moment, si vous avez apprécié aussi le reportage en direct la semaine dernière ou la capsule qu'on vous en a montré, je vous invite à suivre les réseaux sociaux du Centre confédéral de la Ligue de l'enseignement, qui communiquera sur les prochains événements en direct qu'on fera. Donc que ce soit sur le terrain avec des associations ou ici en plateau pour avoir des débats sur des thématiques et des valeurs qui sont chères à la Ligue. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation. À très bientôt. Merci. Merci.